Cécile Ladjali, nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de Jardin d'hiver. Vous venez de faire paraître chez Actes Sud La nuit est mon jour préféré, excusez-moi, qui est paru au mois de janvier, je crois. On croise autour d'un psychiatre de Tel Aviv, à côté de Tel Aviv, Tom, qui est lui-même un personnage un peu travaillé par des difficultés de communication et de relations notamment avec sa mère et des souvenirs de difficultés intra-utérines liés à plusieurs accidents en cours, notamment le Soyouz qui était en train de revenir sur Terre mais qui visiblement a été une communication absente. Ce psychiatre est en train de soigner plusieurs patients, dont Ephraim Steiner, un musicien qui était d'ailleurs d'origine française, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale caché par des justes à Paris, et une jeune fille, Rochane, une jeune palestinienne de Ramallah, et qui est enceinte. Évidemment, elle est plus ou moins rejetée, ou en tout cas a peur d'être rejetée par cette famille. Et il se retrouve, Tom, confronté à ces deux personnages et se met en place une sorte de trio, comment dirais-je, psychologique autour de la question du dialogue, de la possibilité de se soigner. La première question que j'aimerais vous poser, cher ami, c'est en quoi l'enfermement, parce qu'on sent qu'il y a quand même une peur de l'enfermement, une peur de l'horizon de la folie, une peur d'être dans une clarté à soi-même, mais une incompréhension aux autres. En quoi cette peur-là est dominante chez vous, car je n'imagine pas qu'elle ne le soit pas après avoir lu votre roman. Alors, vous avez la bonne intuition, cette peur de l'enfermement, de la claustration, du dialogue impossible, de la voix qui ne porte pas. C'était ma peur, puisque ce livre-là, je l'ai écrit dans le contexte du confinement. Alors je rassure tout de suite les lecteurs, il n'est pas du tout question du confinement dans ce livre, ni que je les assomme avec cette chose qui nous attend coûter pendant des mois et des mois. J'ai simplement déplacé le propos vers la fiction et vers des personnages qui vivent de l'intérieur l'enfermement, le dialogue impossible et ce sentiment tragique que la voix ne porte pas. Moi, pendant cette période-là, j'avais l'impression d'être comme enfermée dans une pièce capitonnée, vous savez, comme chez les fous, à gueuler pour qu'on m'entende, à appeler au secours et personne ne me répondait. Donc, effectivement, on a un psychiatre à Tel Aviv, Tom, qui va avoir très vite l'intuition, avec la fréquentation de ses patients, que c'est en faisant l'expérience de l'altérité, du diamétralement autre à soi, qu'il va trouver une porte de sortie. Et c'est en tombant amoureux, c'est interdit bien sûr dans le code médical, mais de cette patiente palestinienne, lui qui est juif, qui va deviner ce que l'autre, le si différent, l'inquiétant étranger peut lui apporter. Et c'est aussi en dialoguant avec un fou, l'un de ses patients, Ephraim Steiner, qu'il va trouver la sagesse. Et oui, et lequel Ephraim Steiner va même aussi l'aider, le piloter dans la possibilité de construire progressivement une relation amoureuse avec cette jeune fille qui, comme vous l'avez dit, est palestinienne, et donc elle-même conditionnée par une manière de voir l'autre, c'est-à-dire l'Israélien, comme l'ennemi, donc qui au début refuse de se faire aider, refuse qu'un destin puisse être possible par l'intermédiaire d'un Israélien, et au contraire, lentement mais sûrement, et il faut le dire, par l'intermédiaire de ce fou qui est en même temps pas si fou que ça, qui est un grand musicien, qui est amoureux de l'ordre cosmique et des Harmonia Mundi. Et c'est une sorte de trio qui se fait et qui possiblement arrive, comment dirais-je, à déminer les bombes existentielles, à éviter les choses-trappes du conditionnement idéologique et politique. C'est cela ? Oui, parce que c'est un livre qui nous propose une promenade sur le terrain poétique, plus que politique. C'est ce que j'ai dit à la librairie Vice Versa du Jérusalem qui m'invite dans quelques jours maintenant justement en Israël. La libraire a peur que j'ai des problèmes avec ça se passe très mal en ce moment. Aux récentes élections malheureuses. Et je lui ai dit, mais c'est un programme poétique et pas politique, ce roman. Évidemment, la toile de fond, c'est le conflit israélo-palestinien, parce que quand on veut parler du dialogue de sourds, c'est sûr que cette guerre-là est particulièrement représentative du propos.
Mais Ephraim Steiner, le fou, n'a de cesse de signifier à Tom, le psychiatre, que c'est l'art, le truchement de la poésie, du cinéma et de la musique qui est le meilleur émissaire d'une paix, d'une entente possible et d'une relation harmonieuse à l'autre. Et tout le livre dit que c'est parce qu'on écoute de la musique, parce qu'on lit les livres, parce qu'on regarde des films, qu'on a accès à soi, à son intériorité, qu'on a accès au mystère de l'autre aussi, parce que l'œuvre d'art, c'est une représentation de l'humain, mais en décalé, de façon moins frontale, parce que métaphorique, et donc plus subtile, et donc moins violente, et distanciée. Et on a besoin de cette distance pour parler des choses qui fâchent. Moi, j'ai souvent abordé, en tant que professeur, en Seine-Saint-Denis, le conflit israélo-palestinien touche beaucoup les élèves. J'ai abordé cette chose qui fâche-là par le truchement des mythes. Et là, on prend la hauteur et le recul nécessaire, et le dialogue peut commencer à s'installer. Vous parlez d'une position esthétique et non politique. Il n'en reste pas moins que le père de Tom lui-même était quand même engagé dans la tentative de réconciliation entre Palestiniens et Israéliens. Pourquoi avoir choisi Israël? Alors, parce que simplement, est-ce que c'est pas en même temps, comment dire, le nombril malade du monde, où en même temps tout est appel à spiritualité et en même temps tout est prison sanglante, hein? Oui, alors c'est très étrange cette attirance que j'ai pour cette partie du monde, hein. J'ai eu un maître qui est mort il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, George Steiner. Voilà, d'ailleurs c'est son homonyme qui se promène dans mon roman, Ephraim Steiner. Alors on a toujours ensemble beaucoup parlé voilà, de la culture et du monde juif, mais je ne suis jamais allée. Je vais y être invitée dans quelques temps, mais j'ai toujours été attirée, comme aimantée par cette partie du monde, et par ce conflit aussi qui me donne matière à penser, à écrire. J'ai écrit il y a une dizaine d'années une pièce de théâtre chez Actes Sud, Hamlet Electre, au sujet du conflit israélo-palestinien. Quand j'étais petite et que j'avais même pas 10 ans, j'étais amoureuse du président El Sadat. Je devinais, j'étais une toute petite fille, que cet homme, c'était un artisan de la paix. Je ne sais pas pourquoi, mais comme vous venez de le dire, je pense que, comme nous tous ici, j'ai l'intuition qu'effectivement, ce conflit israélo-palestinien, c'est le cœur du réacteur. Et qu'après, il dégage, en explosant ce conflit, des ondes à longue portée qui nous permettent d'expliquer beaucoup de problèmes ailleurs, sur d'autres territoires. Vous qui êtes d'origine iranienne, alors certes adoptée en France, est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre ce qui se passe en ce moment avec la révolution qui est en cours? Parce que finalement, dévoiler la parole, se dévoiler le visage, se dévoiler la parole, se débâillonner, est-ce qu'on n'est pas quand même dans un champ proche, qui est un champ de la libération du nœud, la libération de la parole, ou non? On est dans les deux cas, c'est deux tragédies qui peuvent présenter des similitudes, mais dans les deux cas, on est dans une tragédie qui se noue et qui s'explique par le fait que les gens ne s'entendent pas, que les gens ne parviennent pas à s'entendre pour des intérêts communs et égoïstes à défendre à chaque fois. En Iran, il est question de l'oppression des femmes et du monde libre par les mollahs, par le grand guide, et puis tout ça est très politique. La religion n'a rien à voir avec tout cela. En Israël et en Palestine, j'ai du mal à répondre à cette question. Excusez-moi. Écoutez, vous y avez très bien répondu. Non, pas du tout. C'est des choses qui sont quand même différentes. Mais si vous voulez, la tragédie dans tous les cas, c'est l'absence de dialogue, l'absence d'empathie et de nécessaire intelligence pour s'entendre et pour se rencontrer. Il est très difficile d'engager un dialogue authentique parce que
même nous, au quotidien, on a beaucoup de mal à se mettre à la place de l'autre, à penser la douleur de l'autre, à penser les idiosyncrasies et les particularités de l'autre. La vraie empathie. La vraie empathie, c'est très, très difficile. Et moi, la première, je me le dis en tant que professeur, je parle beaucoup trop, je suis souvent en représentation et je me dis, mais parfois, il faudrait mieux que je me taise et que je sois vraiment sensible à celui à qui j'inflige cette parole, cette espèce d'hémorragie verbale toute la journée. Et ce livre-là, je l'ai écrit en faisant aussi une forme d'autocritique personnelle. Alors, il y a en effet la question de l'empathie, qui est une question clé, mais il y a aussi plus profondément la question de la communication, de la possibilité de ce qu'on appelle l'intersubjectivité. Et d'ailleurs, dans ce cadre, je dois vous dire que j'ai eu des réminiscences de Nathalie Sarraute en vous lisant. Quand même sur la question de la possibilité de faire passer la parole entre deux consciences. Je vous remercie. Je recommande à tout le monde La Nuit est mon jour préféré. Et comme votre parole est d'or, Cécile Adjali, et vos mots, un guide dans la nuit des esprits cloîtrés, je vais vous demander que nous nous séparions en lecture. Volontiers. Merci. Volontiers. Il faut du courage pour engager le dialogue, quel qu'il soit. Les cicatrices s'effacent. Les lésions se soignent. Deux de mes patients vont mieux, Rochane et le vieil Ephraïm. Je ne dois pas être un si mauvais psychiatre. Je doute tant de mon pouvoir. Quand je traverse le service de Aude à Charonne, tout m'accule. Teresa, qui se balance dans sa robe rose, joue à la poupée et croit qu'elle a 8 ans. Elle pense que son père va surgir dans sa chambre pour la violer. Elle a dessiné au feutre des cicatrices sur l'entrejambe de toutes ces poupées pour que l'ogre n'entre plus dans la chambre. Il y a aussi Yann, le jeune poète qui collectionne des bocaux remplis de sauterelles à cause de la fin du monde qui approche. Joseph, le menuisier, qui cloue des cercueils miniatures avant de les enterrer dans les bacs de géranium du patio, persuadé qu'à l'intérieur des espions du Hezbollah fomentent des séditions. Samuel qui mange des dattes et conserve tous les noyaux sous son matelas parce que les dattiers sont les meilleurs émissaires des rêves et que la jungle dans laquelle il déambule chaque nuit grâce à ses plantations est la seule région du crâne où il y entend quelque chose. La vieille Betty aussi, avec son dentier, qu'elle oublie régulièrement au réfectoire pour que cette partie de son corps continue de manger sans elle, tandis que son esprit, leste et pur, gravite ailleurs, travaille à de plus nobles tâches que celles dévolues à la digestion. Et aussi Léa, avec son chat tenu en laisse, qu'elle appelle Monsieur le directeur des douanes. Tous les malades énoncent ces propos d'épouvante, de sol de lune ou de fond d'aquarium. Les pérégrinations de leur cerveau calciné ou noyé par le déluge, c'est selon, échappent à la topographie de toutes les cartes que je déplie devant leurs yeux. Aucune boussole ni rose des vents n'opère dans le chaos du voyage que j'entreprends avec eux. Et je suis le pathétique Akab, ballotté de Charib en Scylla, dupé par une baleine blanche, souvent dévorée par elle.